Ma maison, un hôtel particulier sur la rue Saint-Jean à Honfleur, était autrefois pleine de vie. Aujourd'hui, elle ressemble à un musée et moi, je suis l'objet central, une vieille relique oubliée de tous. À 64 ans, ce n'est pas une mince affaire. Je me suis habitué au craquement de mes articulations, à la raideur de mes doigts, le matin, au battement, parfois irrégulier de mon cœur, comme l'horloge ancienne du salon. Mais je ne pourrai jamais m'habituer au silence. Ce dimanche, assise près de la fenêtre, je repensais au passé. Les dimanches étaient autrefois remplis de voix, de rires, du tintement des assiettes. Mon Henri découpait le coq au vin à table. Les enfants se chamaillaient pour des broutilles. Et moi, je regardais tout cela avec un sourire, une épouse et une mère heureuses. Maintenant, je suis là, dans mon fauteuil, près de la fenêtre, observant les taches de soleil glisser lentement sur le parquet. Marguerite Dubois, veuve d'un magnat du pétrole, abandonnée par ses propres enfants. Henri, mort il y a 12 ans, une crise cardiaque lors d'un voyage d'affaires à Lyon, soudain, absurde, injuste. Il avait 10 ans de plus que moi, mais il semblait toujours si fort, si plein de vie. Contrairement à beaucoup d'hommes de son milieu, il ne m'a jamais trompé, n'a jamais bu à l'excès, n'a jamais perdu une fortune aux cartes. Sa seule passion était son travail, investir dans les champs pétrolifères. Et je me félicite pour cela. Nous nous sommes rencontrés à Paris lors d'un gala de charité. J'avais 22 ans, tout juste diplômé, et je travaillais dans une bibliothèque. Henri, déjà un homme d'affaires prospère, avait fait un don important pour une nouvelle aile. Il m'a repéré dans la foule et n'a pas quitté mon côté de la soirée. Tes yeux ont la couleur du whisky à la lumière des bougies, m'a-t-il dit. C'était un peu cliché, mais ça semblait sincère. 6 mois plus tard, nous étions mariés et 1 an après, nous avons emménagé à Honfleur, en Normandie. Henri a acheté cet hôtel particulier, immense, avec des colonnes et des vitraux, 5 chambres et une bibliothèque. On aura besoin de place pour les enfants, disait-il. Et les enfants sont arrivés, d'abord Étienne, puis 2 ans plus tard, Isabelle. Sur la cheminée, il y a une photo de nous 4 sur le porche de cette maison. Étienne a 6 ans, Isabelle 4. Henri tient l'épaule de son fils. Je serrai ma fille dans mes bras, tout souriant. Je ne savais pas alors que, un demi-siècle plus tard, je serais seule ici, à me remémorer comment tout a mal tourné. Isabelle est partie dès qu'elle a eu son diplôme. « Maman, il n'y a pas d'avenir dans cette ville ?» a-t-elle dit en faisant ses valises. Elle est allée à l'université de Bordeaux, a rencontré un activiste écologiste, s'est mariée. Aujourd'hui, elle vit à Bordeaux, élève 3 enfants et dirige une association environnementale. Elle appelle 1 fois par mois, vient pour Noël, pas tous les ans. Étienne. Oh, Étienne, mon fils, mon aîné, ma faiblesse. Je l'ai toujours gâté plus que ma fille. Henri le voyait comme son successeur. Moi, je l'adorais. Il n'avait même pas besoin de demander. Je lisais ses désirs dans ses yeux. Les meilleures écoles, des colonies de vacances, des voyages à l'étranger. Quand il n'a pas été accepté à une grande université parisienne, Henri était déçu. Et moi, je l'ai consolé. Tout le monde n'est pas fait pour les études. Quand il a abandonné le centre de formation de Honfleur en 2e année, je l'ai défendu. Il se cherche, c'est tout. Henri a insisté pour qu'il travaille dans son entreprise, qu'il apprenne la valeur de l'argent, disait-il. Étienne a tenu 3 mois, puis a quitté pour lancer sa propre affaire, une boutique de mode.
Je lui ai donné de l'argent pour louer un local et le premier stock. La boutique a fait faillite en 6 mois. Puis, il y a eu l'idée d'un restaurant, ensuite une agence immobilière. À chaque fois, je l'ai soutenu financièrement. À chaque fois, ça a échoué. Après la mort d'Henri, Étienne a commencé à venir plus souvent, soi-disant pour voir comment j'allais. Ou peut-être attendait-il simplement son héritage. Henri m'avait tout légué, à condition que, après ma mort, la fortune soit divisée équitablement entre les enfants. Un homme intelligent, il comprenait son fils mieux que moi. Il y a 5 ans, Étienne a épousé Céleste Morel, son 2e mariage, son 3e à elle. Une belle femme aux yeux froids et à la manucure impeccable. Elle travaillait dans l'immobilier de luxe, toujours habillée comme en couverture d'un magazine, et me regardait comme un vieux meuble à jeter. Avec l'arrivée de Céleste, les visites de mon fils se sont raréfiées, une fois tous les 2 ou 3 mois, pour 15 à 20 minutes, juste pour prendre des nouvelles. Maman. Parfois, il appelait, plus souvent, il envoyait des messages, brefs, formels. L'an dernier, il a oublié mon anniversaire. Il s'en est souvenu une semaine plus tard, m'a envoyé un bouquet et un chèque cadeau de 500 € pour les Galeries Lafayette, où je n'étais jamais allé. Mes petits-enfants, les 2 fils d'Isabelle et la fille d'Étienne de son premier mariage, ne venaient que lorsqu'ils avaient besoin de quelque chose. De l'argent pour l'école, un voyage, une nouvelle voiture. Je ne disais jamais non. C'était le seul moyen de les voir. L'horloge du salon a sonné 3 fois. Il était temps de prendre mes médicaments. Je me suis levée lentement, m'appuyant sur ma canne. Mes genoux me faisaient plus mal que d'habitude, et j'avais le souffle court, même pour un petit effort. Le docteur Paul Renaud disait que c'était l'âge, mais je sentais que ce n'était pas seulement ça. Les comprimés étaient rangés dans des boîtes, matin, midi, soir. Une petite pharmacie sur la table de la cuisine. J'ai avalé une poignée de capsules colorées avec de l'eau, et j'ai regardé par la fenêtre. Ma voisine, Geneviève Blanchard, jardinait, à 65 ans, veuve depuis 3 ans. Elle venait parfois prendre le thé et me parler de sa fille. Claire, infirmière à l'hôpital Saint-Joseph de Honfleur, Geneviève était la seule personne, avec les domestiques, à venir régulièrement chez moi. Le téléphone a sonné, fort et inattendu. J'ai sursauté, renversant un peu d'eau. C'était le numéro d'Étienne. « Maman, c'est moi. Bonjour, mon chéri. Comment vas-tu ? » ?»« Bien. Écoute, je suis dans le coin. Je pensais passer 5 minutes. Dans le coin. Probablement quelque part en ville. Il vivait à Honfleur, à 20 minutes de chez moi. Mais il ne venait pas aussi souvent que sa sœur de Bordeaux. Bien sûr. Viens, ça me ferait plaisir. J'étais vraiment heureuse. C'était mon fils. Malgré tout, j'ai vite demandé à Jeanne, ma gouvernante, de préparer du café et des sablés normands qu'Étienne aimait. Puis, je suis allée dans la salle de bain, me recoiffer, mettre un peu de rouge à lèvres. Je me suis regardée dans le miroir, rides autour des yeux et des lèvres, cheveux gris en chignon soigné. Henri disait toujours que je vieillissais avec élégance. Que dirait-il aujourd'hui ? Étienne est arrivé 40 minutes plus tard, impeccablement vêtu, comme toujours, veste en tweed, montre de luxe, lunettes élégantes. Il m'a embrassé sur la joue, un contact fugace, et s'est dirigé vers le salon. « Comment vas-tu, maman ? » ?»« Bien, mon chéri. Et toi ? Et Céleste, elle va bien ? On planifie une croisière en Méditerranée le mois prochain avec Ponant. 2 semaines, 11 pays. » Il parlait de l'itinéraire, du paquebot 5 étoiles, des restaurants et des excursions.
Je hochai la tête. Souriais. Il ne m'a pas demandé comment s'était passée ma semaine, ce que je faisais, ni vraiment comment j'allais. Pourquoi était-il venu? La réponse n'a pas tardé. Maman, tu te souviens? Je t'ai parlé d'un nouveau projet. Avec mon associé, on ouvre un hôtel-boutique dans les Alpes. Ça avance bien, mais il nous faut un peu de capital pour finir les travaux. Voilà, encore une idée d'affaires, encore une demande d'argent. Je l'ai écouté décrire les perspectives, les profits potentiels, le retour sur investissement. J'avais entendu tout cela tant de fois. Combien te faut-il, Étienne? 800 000 euros. C'est la dernière tranche. Maman, je te promets, l'hôtel ouvre dans 3 mois. Et dans 6 mois, je te rembourserai avec intérêt. Je me suis levé en silence, suis allé dans mon bureau, a y sorti mon chéquier. J'ai rédigé un chèque de 100 000 euros. Je savais que cet argent disparaîtrait probablement, comme tous les précédents, mais je le lui ai donné quand même, parce qu'il était mon fils, parce que c'était le seul moyen de le revoir. Étienne m'a couvert de remerciements, m'a embrassé sur la joue, promise de repasser la semaine prochaine. Nous savions tous les deux que ça n'arriverait pas. Après son départ, la maison était encore plus silencieuse. Je suis retourné à mon fauteuil près de la fenêtre. Les taches de soleil avaient glissé sur le mur. Le jour déclinait vers le soir. Une douleur soudaine m'a transpercé la poitrine, aiguë, oppressante. Elle s'est répandue dans mon bras gauche, mon cou. J'ai cherché mon souffle, tenté d'appeler Jeanne, mais ma voix ne répondait pas. Des taches noires dansaient devant mes yeux. J'ai cherché mon téléphone dans la poche de ma robe et composé le 112. Urgences. Quelle est votre urgence? J'ai mal à la poitrine. Je ne me souviens de rien d'autre. Je me suis réveillée à l'hôpital Saint-Joseph, au son monotone des moniteurs. Le docteur Paul Renaud. À mon chevet, consulter des documents. Madame Dubois, vous avez fait une crise cardiaque importante. Les tests montrent des résultats préoccupants. Vous avez besoin d'une opération, un pontage à orthocoronarium. J'écoutais ses explications sur les artères bouchées, les risques, l'urgence. Mes pensées s'embrouillaient, mais une chose était claire. Il fallait prévenir les enfants. Isabelle a répondu tout de suite. En apprenant la nouvelle, elle a pleuré. « Maman, je viendrai dès que possible, mais pas avant 1 semaine. Olivier a des examens importants. Je ne peux pas le laisser. Olivier. » Son aîné, je comprenais ses priorités. Isabelle a promis d'appeler tous les jours pour vérifier mon état. Étienne ne répondait pas. Je lui ai laissé un message vocal, puis envoyé un SMS. La réponse est arrivée 2 heures plus tard. « Maman, je viens d'apprendre. Comment vas-tu? Très occupée en ce moment. Je passe demain. Il n'est pas venu, ni le lendemain, ni le surlendemain, le 3e jour. Claire Blanchard, une infirmière, m'a accompagnée à la chapelle Sainte-Catherine pour une prière avant l'opération. Dans cette atmosphère de bois chaleureux, éclairée par la lueur vacillante des bougies et parfumée à la cire d'abeille, je me suis assise sur un banc, le chapelet entre les mains, espérant trouver un peu de réconfort. J'ai regardé mon téléphone, attendant un message d'Étienne, mais il n'y avait qu'une phrase sèche et glaciale. « Débrouille-toi avec ta maladie. Salut !» Ce message a été comme un coup de couteau. J'ai compris à cet instant tout l'égoïsme de mon fils. Claire, qui se tenait près de la porte, aperçut la douleur sur mon visage. « Marguerite, ça va ?» m'a-t-elle demandé en posant une main douce sur mon épaule. Les larmes ont coulé sans bruit. Je lui ai raconté ce que j'avais lu. Claire m'a écouté en silence, puis m'a confié l'histoire de sa mère. Geneviève
Elle aussi blessée un jour par ceux qu'elle aimait, cette conversation m'a donné le courage de modifier mon testament, pas par vengeance, mais pour protéger ce qui compte vraiment, la bonté. En sortant de la chapelle, les lueurs dorées du coucher de soleil sur le port de Honfleur semblaient annoncer un nouveau départ. Une infirmière est entrée, une jeune femme, aux yeux fatigués et au visage bienveillant. « Madame Dubois, comment vous sentez-vous ?»« Oh, vous pleurez ? Que se passe-t-il ?» J'ai essuyé mes larmes. « Rien, ma chère, juste là je... » L'infirmière s'est assise au bord du lit, a pris ma main. « Je m'appelle Claire Blanchard. Je suis la fille de votre voisine, Geneviève. Elle m'a demandé de veiller sur vous. Je l'ai reconnue alors, la fille des photos chez Geneviève. Je suis surprise qu'on ne se soit pas rencontrés avant. Merci, Claire. Ta mère est très gentille avec moi. Elle s'inquiète pour vous. Elle dit que vous vivez seule dans une grande maison. Et vos enfants? Ma fille est à Bordeaux. Et mon fils? Il est occupé. Claire a hoché la tête, compréhensive. Elle voyait des gens comme moi tous les jours. Des personnes âgées, oubliées par leurs enfants. Ma solitude n'avait rien d'unique. Le soir, j'ai regardé les informations sur le petit téléviseur de la chambre, un reportage sur un paquebot ponant en partance pour une croisière en Méditerranée. Des centaines de passagers heureux montaient à bord, Étienne et Céleste parmi eux, un verre de champagne à la main. La caméra a capté leur visage un instant, souriant, sereins. Ils ne pensaient pas à la femme allongée dans une chambre d'hôpital, se préparant à une opération du cœur, la femme qui avait donné la vie à l'un d'eux, qui lui avait tout donné la veille de l'opération. Le soleil brillait, inhabituel pour Honfleur à cette période. Les rayons perçaient les stores, formant des raies dorées sur le sol stérile. Je les observais depuis mon lit, essayant de me distraire des pensées de l'opération. Le docteur Renaud est entré vers 8 heures, tenant mon dossier, grande, avec des cheveux poivre et sel et des yeux fatigués d'un homme qui avait vu trop de morts. Comment vous sentez-vous aujourd'hui, Madame Dubois? Comme une femme de mon âge à la veille d'une opération du cœur. Ai-je tenté de sourire? Ce portable. Docteur, je veux juste que ce soit fini. Il a vérifié mes constantes, écouté mon cœur et mes poumons, noté quelque chose. Demain matin, 10 heures, a-t-il rappelé. L'équipe chirurgicale est la meilleure de la région. Ne vous inquiétez pas, tout ira bien. Un léger coup à la porte a interrompu notre conversation. C'était Claire. Bonjour, a-t-elle souri. D'abord à moi, puis au docteur. Je dérange. Non, j'ai fini, a répondu Renaud en se dirigeant vers la sortie. Les infirmières feront les dernières préparations ce soir. Claire est entrée avec un petit panier couvert d'un linge. Maman a envoyé des sablés normands faits maison. Elle a posé le panier sur la table de chevet et le dernier numéro de la presse de Honfleur. Je sais que c'est ennuyeux, à l'hôpital. Merci. Ma chère, j'ai ressenti une chaleur inattendue face à ce geste simple. Ta mère a toujours été attentionnée. Claire s'est assise près du lit. Elle n'était pas belle, au sens classique. Ses pommettes étaient trop larges, son menton un peu lourd, mais ses yeux rayonnaient de sincérité, et son sourire était si ouvert qu'elle semblait bien plus attirante que beaucoup de femmes conventionnellement belles. « Comment vous sentez-vous ? Maman s'inquiète beaucoup. Dis-lui que tout va bien. C'est juste... » J'ai hésité, ne sachant pas si je devais partager mes peurs avec une étrangère. « Vous avez peur », a deviné Claire. « C'est normal. Je travaille ici depuis 12 ans et j'ai vu des centaines de patients avant leurs opérations. Même les plus courageux ont peur. Ce n'est pas seulement l'opération. Ai-je admis
Je me sens seule. Ma fille est à Bordeaux. Elle ne peut pas venir. Et mon fils, je n'ai pas fini. Mais Claire a semblé comprendre. Elle a doucement serré ma main. Je serai là. Madame Dubois. Avant et après l'opération, mon service tombe justement ces jours-là. Appelez-moi. Marguerite. S'il vous plaît. Claire a hoché la tête et sourit. Elle rendait la chambre moins stérile, moins sans vie. Vous attendez un appel. A-t-elle demandé, remarquant mon regard vers le téléphone de mon fils? Aïe, j'ai admis. Il a promis d'appeler avant de partir. Lui et sa femme partent en croisière ce soir. Claire a froncé les sourcils mais n'a rien dit. Elle n'avait pas besoin. Je savais ce que ça semblait vu de l'extérieur. Un fils part en voyage de luxe pendant que sa mère se prépare à une opération du cœur. Il est très occupé. Ai-je tenté de justifier? Il a un nouveau projet d'affaires. Bien sûr, a dit Claire doucement. Mais ses yeux disaient: quelle excuse pourrait suffire? Quand elle est partie, promettant de revenir après le déjeuner, je me suis adossée aux oreillers et j'ai fermé les yeux. Des images du passé défilaient comme un vieux film. Étienne a 6 ans, le genou écorché, pleurant dans mes bras, maman, embrassé pour que ça fasse moins mal. Et j'embrassais, et la douleur s'estompait, du moins, il le croyait. Étienne a 12 ans, gagnant une compétition de natation à l'école, son sourire fier en me montrant sa médaille. J'étais à toutes ces compétitions, à toutes ces performances. Étienne a 16 ans, accidentant la voiture de son père, effrayé, coupable. Maman, ne dis rien à papa, s'il te plaît, et je n'ai rien dit, payant les réparations avec mes économies. Étienne a 20 ans, appelant de l'université en pleine nuit. Maman, je suis dans le pétrin, j'ai besoin d'argent. J'ai envoyé l'argent sans demander pourquoi. Plus tard, j'ai appris que c'était pour des dettes de jeu. Henri aurait été furieux. Étienne a 25 ans, annonçant son premier mariage. Maman, voici Élise. On s'aime. Élise, une blonde fragile aux yeux naïfs, j'ai organisé leur mariage dans notre jardin, payé leur lune de miel à Nice. Étienne dans la trentaine, sur le pas de ma porte avec une valise. Maman, on s'est séparés, je peux rester. Il a vécu 8 mois chez moi cuisinant ses plats préférés, lavant ses chemises, écoutant ses plaintes sur son ex-femme. Étienne a 32 ans, avec une nouvelle idée d'affaires. Maman, c'est du sûr. Tu investis. Et j'ai investi encore et encore, dans chaque projet, tous des échecs. Étienne a 38 ans, me présentant Céleste. Maman, c'est sérieux, c'est la femme de ma vie, et j'ai souri, malgré la fausseté que j'ai sentie dans son sourire en retour. Je lui avais tout donné, temps, argent, amour, et qu'avais-je reçu en retour? Mon téléphone a vibré, me tirant de mes souvenirs. Je l'ai saisi, le cœur battant. Étienne. Enfin. Mais c'était un message d'Isabelle. Maman, comment vas-tu? Olivier a réussi ses examens. Je réserve un vol pour la semaine prochaine. Tiens, bon, je t'aime. J'ai souri et répondu: je vais bien, ma chérie, ne t'inquiète pas. L'opération est simple. Simple. J'essayais de convaincre ma fille, bien que je savais qu'un pontage à mon âge était risqué. Le docteur Renaud avait été clair. Les chances étaient bonnes, mais sans garantie. L'horloge indiquait presque midi. L'avion d'Étienne devait décoller à 14 heures. Je fixais mon téléphone, attendant un appel. Un message? N'importe quoi. On a frappé à la porte. J'ai levé les yeux, espérant voir clair, mais c'était Geneviève, sa mère. Marguerite, ma chère, elle s'est approchée et m'a serré dans ses bras. Comment est-ce arrivé? Claire ne m'a prévenu que hier.
Geneviève, un peu forte, avait un visage bienveillant et des cheveux gris en chignon simple, voici depuis 15 ans. Nous n'avions vraiment commencé à parler qu'après la mort de nos maris. Assieds-toi, Geneviève. Ai-je indiqué une chaise? Merci pour les sablés et d'avoir demandé à Claire de veiller sur moi. Ce n'est rien, a-t-elle dit. On est voisines. Et puis, Claire travaille déjà à l'hôpital. Nous avons parlé jardinage, météo, nouvelle boutique en ville. Une conversation banale entre deux vieilles dames, mais cette simple proximité humaine me faisait du bien. Où sont tes enfants? A fini par demander Geneviève. Isabelle est toujours à Bordeaux? Oui, elle viendra la semaine prochaine. Après l'opération, son fils a des examens importants. Et Étienne, j'ai détourné le regard. Il a prévu un voyage avec Céleste, une croisière en Méditerranée. Geneviève est restée silencieuse, puis a posé sa main sur la mienne. Marguerite, ça va. J'ai essayé de sourire. Je comprends. Les billets sont payés. Tout est réservé. Et alors, que peut-il faire? Rester ici, tenir la main de sa mère avant une opération majeure, a dit Geneviève doucement mais fermement. Je n'ai pas répondu. Que dire? Après son départ, j'étais seule, attendant. Le temps avançait lentement vers 14 heures. On m'a apporté le déjeuner, nourriture d'hôpital. Fadé est insipide. J'ai trifouillé mon assiette, sans appétit. À 13h45, n'y tenant plus, j'ai appelé Étienne. Ça sonnait. Enfin, il a répondu, mais c'était si bruyant que je distinguais à peine ses mots. « Maman, je suis à l'aéroport. » Pas très pratique pour parler. « Étienne, je voulais juste entendre ta voix avant l'opération. »« Oui, oui, bien sûr. » Il semblait impatient. « Écoute, on annonce l'embarquement. Tu vas t'en sortir. T'es entre de bonnes mains. Je sais, c'est juste. Maman, désolée, je dois y aller. Céleste m'attend. Repose-toi bien. » J'ai ravalé la boule dans ma gorge. Silence. Puis un soupir. Merci. Remets-toi vite. Et un bip court. Je fixai le téléphone, vide à l'intérieur. Il n'avait même pas dit qu'il m'aimait. Pas même souhaité bonne chance pour l'opération. 5 minutes plus tard. Un message est arrivé. J'ai ouvert, pleine d'espoir. Peut-être avait-il trouvé les bons mots. Débrouille-toi avec ta maladie. Salut. J'ai relu ces mots plusieurs fois. Incrédule, froisse, cruels, jeté comme si je n'étais pas sa mère, mais une connaissance gênante. À cet instant, quelque chose s'est brisé en moi. Le dernier fil qui me rattachait à l'illusion d'un fils qui m'aimait encore. Un fil auquel je m'étais accroché toutes ces années. Claire est revenue l'après-midi, comme promis. Elle a tout de suite remarqué mon changement d'humeur. Quelque chose ne va pas. Marguerite, vous semblez bouleversée. Je lui ai montré le message de mon fils en silence. Elle l'a lu, m'a rendu le téléphone, lèvres pincées. C'est tout, a-t-elle dit. C'est comme ça, ai-je répété. Nous sommes restées silencieuses quelques minutes, puis Claire a demandé prudemment: que vas-tu faire? Que puis-je faire? Ai-je haussé les épaules? C'est mon fils. Je l'aime, quoi qu'il arrive, mais ça ne veut pas dire que tu dois le laisser te traiter ainsi, a dit Claire doucement. Elle avait raison. Aimer ne signifie pas être un paillasson. J'avais vécu une longue vie, élevé 2 enfants, enterré un mari. Je méritais le respect, surtout de mon propre fils. Tu sais, ai-je dit après une pause, tu as raison, il y a quelque chose que je peux faire. J'ai pris mon téléphone et cherché un numéro que je n'avais pas composé depuis des années. Qui appelles-tu? A demandé Claire. Louis Garnier, un ami de mon mari qui gère encore nos affaires familiales. C'est un excellent notaire.
Claire a haussé les sourcils, surprise, mais n'a rien dit. Louis a répondu après la 3e sonnerie. Sa voix était telle que dans mon souvenir. Grave, légèrement rauque, Louis Garnier à l'appareil. Louis, c'est Marguerite Dubois. J'ai besoin de modifier mon testament. C'est urgent. La nuit avant l'opération, je n'ai presque pas dormi. Allongé dans la pénombre, j'écoutais les bruits étouffés de l'hôpital. Pas des infirmières. Bips lointains, voix sporadiques. Je repensais à ma conversation avec Louis. Quand je l'avais appelé, il était d'abord perplexe. « Marguerite, tu devrais penser à ta santé, pas aux détails juridiques, » avait-il dit, mais j'ai insisté, lui demandant de venir à l'hôpital avec les documents. S'il m'arrive quelque chose demain, je veux m'assurer que mes biens soient distribués équitablement. Ai-je expliqué? Louis a accepté à contre-cœur, promettant de venir le matin à 5 heures. Claire est entrée, son service commençait, mais elle est venue directement. « Tu es réveillée ?» a-t-elle demandé, voyant mes yeux ouverts. Je n'arrive pas à dormir. Ai-je admis? Trop de pensées. Lesquelles? Elle s'est approchée, a ajusté mes oreillers, vérifié ma perfusion. C'est normal d'être nerveuse avant une opération, a-t-elle dit, mais tout ira bien. Marguerite, le docteur Renaud est le meilleur chirurgien cardiaque de la région, et je l'assisterai. Tu seras au bloc. C'était une bonne nouvelle inattendue. Oui, a-t-elle souri. Je suis spécialisée en cardiologie et j'ai demandé à être dans ton équipe. J'ai ressenti une vague de gratitude pour cette femme, une étrangère il y a 2 jours. Elle était plus attentionnée que mon propre fils. Merci, Claire. Ai-je dit? Elle a hoché la tête, comprenant tout ce que je ne disais pas. À 7 heures, les préparatifs préopératoires ont commencé. Tension, température. Analyses, je suivais mécaniquement les instructions, signais des formulaires, répondais à l'anesthésiste. Mes pensées étaient ailleurs. À 8h30, on a frappé, c'était Louis Garnier. Grande, mincée, barbe grise soignée, yeux bleus perçants. Malgré ses 70 ans, il se tenait droit et bougeait avec vivacité. Marguerite, il a pris ma main, l'a serrée légèrement. « Tu es sûre de vouloir faire ça maintenant? » « Absolument. » Ai-je répondu fermement. « Assieds-toi, Louis. On a beaucoup à discuter et peu de temps. » Il s'est assis, a sorti un dossier de sa mallette. « J'ai apporté une copie de ton testament actuel. » A-t-il dit. Je te rappelle les points principaux. La maison et les biens sont divisés équitablement entre Étienne et Isabelle à ta mort. Des fonds sont alloués pour l'éducation des petits-enfants. Ce testament date de la mort d'Henri. Il y a 12 ans, j'ai hoché la tête. C'est exact. Et je veux tout changer. Louis a pris une grande inspiration. Marguerite, tu sais que j'étais l'amie d'Henri pendant des années. Il m'a confié vos affaires familiales. En tant qu'amie, je dois demander, as-tu bien réfléchi? Changer ton testament avant une opération majeure peut sembler impulsif. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Louis, j'y pense depuis 12 ans. Here, j'ai juste épuisé ma patience. Je lui ai raconté le comportement d'Étienne, son message. Je lui ai montré le SMS. Le visage de Louis s'est durci. Je comprends, a-t-il dit brièvement. Que veux-tu changer? Toute. Je me suis redressé sur les oreillers. Je veux léguer la maison et la majeure partie de l'héritage à Claire Blanchard. Louis y a haussé les sourcils, surpris. La fille de ta voisine. Tu es sûr? Absolument. C'est la seule personne avec toi qui m'a montré une réelle sollicitude ces derniers jours. Elle sera au bloc aujourd'hui, tenant ma vie entre ses mains.
Pendant que mon fils sirote des cocktails en croisière, Louis s'est frotté le menton, pensif. Et Isabelle, elle n'a pas pu venir à cause des examens de son fils. C'est une bonne raison. J'ai hoché la tête. À Isabelle, je laisserai une petite somme et la collection de livres anciens qu'elle a toujours aimés à ses enfants. 10 000 € chacun, à la fille d'Étienne de son premier mariage. 10 000 aussi, ce sont des sommes symboliques. Je sais, mais mieux que rien. Et Étienne a demandé Louis prudemment. J'ai senti mes lèvres s'étirer en un sourire triste. À lui et Céleste. Je laisse la crypte familiale au cimetière Sainte-Catherine. Ils sont si pressés de m'enterrer qu'ils aient au moins ça. Louis n'a pas pu retenir un bref rire. Marguerite, tu as toujours eu du caractère. Henri admirait ça chez toi? Henri a gâté notre fils autant que moi. Ah, et je soupirai, à sa manière, toujours à le sortir du pétrin, lui donnant une seconde chance. Peut-être sommes-nous tous les deux responsables de ce qu'il est devenu. Louis a commencé à rédiger un nouveau document dans la chambre. Il travaillait vite, concentré, posant parfois des questions. J'ai répondu clairement. Sans doute, quand le brouillon était prêt, il me l'a fait lire. J'ai scruté chaque paragraphe, chaque formulation. Tout était comme je le voulais. Marguerite, a dit Louis sérieusement, tu réalises qu'Étienne contestera presque certainement ce testament. Il pourrait prétendre que tu étais sous stress ou sous médication, qu'il essaye. Ai-je haussé les épaules? Tu as son message d'hier. Tu as les témoignages du personnel médical sur ma lucidité. Tu as son historique d'abus financiers. On gagnera tout procès. Louis a hoché la tête. Je m'occupe de tout. Je vais au poste des infirmières demander à 2 d'entre elles d'être témoins de la signature. C'est la procédure standard. Quand il est parti, je me suis adossée aux oreillers gais. Fermant les yeux, une étrange sérénité m'envahissait. Pour la première fois depuis des années, j'avais le contrôle. Je ne dérivais plus. 10 minutes plus tard, Louis est revenu avec 2 infirmières. L'une, plus âgée, aux yeux bienveillants, s'est présentée comme Hélène Marchand, infirmière-chef. L'autre, plus jeune, au visage sérieux, était Sophie Nguyen. Louis leur a expliqué la procédure. Elles devaient certifier que j'étais saine d'esprit et que je signais volontairement. Elles ont acquiescé. Je me suis redressée. Louis a posé le testament devant moi, m'a tendu un stylo. Un instant, j'ai fixé le document qui allait changer l'avenir de ma famille, puis j'ai signé chaque page avec résolution. Les infirmières ont signé comme témoins. Louis a scellé le document de son cachet notarial. Tout est officiel, a-t-il dit, rangeant les papiers. Je dépose les documents au tribunal aujourd'hui. Merci. Louis, j'ai serré sa main. Et une dernière faveur. Ne dis rien à Claire de ma décision. Pas maintenant. Je le lui dirai moi-même après. Il a hoché la tête, compréhensif. Bien sûr. Bonne chance aujourd'hui, Marguerite. J'attendrai de bonnes nouvelles. Après son départ, j'étais seule. Le temps avant l'opération s'évanouissait. À 9 heures, une équipe d'infirmières est venue me préparer pour le transfert au bloc. Claire était parmi elles. Tout est prêt. Marguerite, a-t-elle dit en m'aidant à monter sur le brancard, ne t'inquiète pas. On prendra soin de toi. J'ai serré sa main. Je sais. Ma chère, j'ai confiance en toi. Le bloc opératoire était froid et lumineux. Instruments, visager inconnu, masqué. Le docteur Renaud m'a fait un bref signe. Ses yeux au-dessus du masque concentrés et calmes. L'anesthésiste a branché une perfusion à mon bras. Comptez à rebours à partir de 10. Madame Dubois, a-t-il dit. J'ai commencé 10. 9. Ordne.
La dernière chose que j'ai vue avant de sombrer dans l'obscurité, ce furent les yeux de Claire, bienveillants, attentionnés, fiables. Je me suis réveillée en soins intensifs. Ma gorge était douloureuse à cause du tube d'intubation. Ma poitrine faisait mal. Ma tête était embrumée. À travers un voile translucide, j'ai vu une silhouette floue penchée sur moi. « Marguerite, tu m'entends » La voix de Claire perçait le bourdonnement dans mes oreilles. J'ai essayé de hocher la tête, mais mon corps ne répondait pas. Tout s'est bien passé, a continué Claire. L'opération est un succès. Tu as été très forte. Je suis retombée dans l'obscurité. Les jours suivants furent un flot incessant de procédures. Mesures, injections, examens, peu à peu. Ma conscience s'éclaircissait. La douleur reculait. Je commençais à mieux percevoir le monde. Le 3e jour après l'opération, on m'a transféré des soins intensifs à une chambre ordinaire. Claire venait tous les jours. Malgré son emploi du temps chargé, elle me racontait les nouvelles de l'hôpital, apportait des magazines, m'aidait avec les exercices prescrits par le médecin. Tu récupères plus vite que beaucoup de patients 2 fois plus jeunes, a-t-elle dit avec un sourire le 5e jour. Le docteur Renaud est très satisfait. Je suis motivée, ai-je répondu. Je veux rentrer chez moi vite. Quelques jours après ma sortie d'hôpital, Claire m'a emmenée me promener au port de Honfleur pour me détendre. Assise sur un banc en pierre face au bateau de pêche, je regardais les vagues laper doucement contre les quais, l'air salé emplissant mes poumons. Claire discutait avec un pêcheur à quelques pas. Soudain, Étienne est apparu, froissé, fatigué. Un bouquet de roses blanches à la main, il venait de rentrer précipitamment de sa croisière, ayant appris pour le testament. « Maman, comment vas-tu » a-t-il demandé, feignant l'inquiétude. « Mieux que prévu » ai-je répondu calmement, regardant la mer. Les médecins disent que je récupère bien. Il s'est assis, mal à l'aise. J'ai entendu que tu as changé le testament. Pourquoi? J'ai tourné les yeux vers lui, parce que j'ai vu qu'il se soucie vraiment de moi. Étienne, il s'est emporté, m'accusant d'injustice. Mais j'ai coupé court, énumérant les mêmes 3 000 € que je lui avais donnés et son message cruel. Débrouille-toi avec ta maladie. Tu as choisi une croisière plutôt que ta mère, ai-je dit fermement. Étienne a tenté de s'excuser, mais je l'ai interrompu. Prouve-moi que tu peux changer, pas avec des mots, mais avec des actes. Claire, remarquant ma fatigue, s'est approchée et a poliment demandé à Étienne de partir. Il s'est levé, frustré, et a disparu entre les quais. Je regardais les vagues, sentant une liberté nouvelle. J'avais repris le contrôle de ma vie. Mon téléphone restait muet. Aucun autre appel d'Étienne. Isabelle appelait tous les jours, promettant de venir la semaine suivante. Geneviève passait tous les 2 jours, apportant des plats faits maison que Claire réchauffait en secret dans la salle du personnel. Le 7e jour, Louise est entrée dans la chambre. Il portait un bouquet de lis blanc et une boîte de chocolat. « Tu as meilleure mine » a-t-il dit en m'embrassant sur la joue. « Ton teint n'est plus si terreux. J'ai toujours su que je pouvais compter sur toi pour les compliments. » ai-je souri. Il a ri et s'est assis près du lit. « Comment te sens-tu » ? Mieux chaque jour. Sérieusement, la poitrine fait encore mal, mais c'est normal. Le médecin dit que la récupération va bien. Louis a hoché la tête, puis a baissé la voix. « Marguerite, il faut que je te dise quelque chose. La nouvelle de ton Nouveau Testament a atteint Étienne. Je me suis raidi. Comment est-ce possible? Tu as parlé à quelqu'un? Bien sûr que non. A-t-il secoué la tête? Mais souviens-toi de l'infirmière, Sophie Nguyen, témoin de la signature. Son mari travaille?
Pour un cabinet qui conseille parfois l'entreprise de Céleste, les ragots vont vite dans une petite ville. J'ai soupiré. Honfleur, malgré ses qualités, restait un endroit où tout le monde savait trop de choses. Et comment a réagi mon fils? Louis a hésité. Il n'a pas bien pris la nouvelle. Il m'a appelé hier, exigeant des explications. Je lui ai dit que je ne pouvais pas discuter des affaires confidentielles d'un client. Il était furieux. C'est le moins qu'on puisse dire. J'imaginais Étienne hurlant au téléphone, son visage habituellement froid déformé par la rage. Étrangement, je ne ressentais ni jubilation ni triomphe, juste de la fatigue. A-t-il menacé de poursuivre? Ai-je demandé? Pas encore, a répondu Louis. Mais il a dit qu'il rentrait immédiatement de la croisière. Lui et Céleste devraient arriver demain. J'ai hoché la tête. Demain? Alors, je suis prête pour cette rencontre. Ça fait longtemps que je le suis. Merci de m'avoir prévenu. Louis, tu n'as pas changé d'avis, a-t-il demandé prudemment. Il n'est pas trop tard pour modifier. J'ai secoué la tête. Non, je suis absolument sûre de ma décision. Quand Louis est parti, j'ai regardé longtemps par la fenêtre le ciel gris d'automne. Mes pensées coulaient lentement, calmement. Je n'avais pas peur de la rencontre avec mon fils, juste une tristesse profonde pour ce garçon que j'avais aimé plus que tout et qui était devenu un étranger. Le soir, Claire est passée vérifier mes constantes avant de rentrer. Elle a remarqué le bouquet de lys. Jolie fleur, a-t-elle dit, de ton ami notaire? Oui, ai-je souri. Louis a toujours été attentionné. Claire s'est assise au bord du lit. Marguerite, puis-je te poser une question personnelle? Bien sûr, ma chère. Toi et M. Garnier, il y a quelque chose entre vous. J'ai ri, pour la première fois depuis longtemps, de bon cœur. Mon Dieu, nom de... Louis était le meilleur ami de mon mari. Ils ont fait leurs études ensemble, lancé une affaire ensemble. Il est comme un frère pour moi. Claire était gênée. Pardon, je ne voulais pas. Ce n'est rien. Ai-je tapoté sa main? L'idée m'amuse. Louis est un homme respectable. Cependant, nous avons encore discuté. Puis Claire est partie. J'étais seule avec mes pensées de demain, de la réaction d'Étienne, de ce que je lui dirais. J'ai fermé les yeux, imaginant son visage, les traits d'Henri, mais sans sa bonté, ni son honnêteté, des yeux, autrefois pleins de joie enfantine, maintenant emplis de cupidité, et soudain, j'ai réalisé que je n'avais plus peur de sa colère, de ses accusations, de ses manipulations. Pour la première fois depuis des années, je me sentais vraiment libre. Mon cœur, littéralement et figurativement, avait une seconde chance et je n'allais pas la gâcher avec de vieilles peurs ou attachements. Avec cette pensée, je me suis endormi d'un sommeil réparateur, sans cauchemar. Pour la première fois depuis longtemps, 3 mois ont passé, l'hiver a enveloppé Honfleur de brouillard et de givre, les jours raccourcissaient et je passais mes soirées près de la cheminée, regardant les flammes danser. Ma récupération allait bien. Le docteur Renaud disait que je récupérais mieux que beaucoup de patients 2 fois plus jeunes. Mes forces revenaient peu à peu, et bien que j'utilisais encore une canne. Je n'étais plus essoufflé en montant les escaliers. C'est incroyable comme la vie change. J'ai vu mon fils plus souvent en 3 mois qu'en 3 ans. Étienne et Céleste venaient tous les week-ends, toujours avec des cadeaux. Douceur exquise d'une pâtisserie parisienne. Thès rares, châles en soie, fleurs exotiques. Ils m'invitaient dans les meilleurs restaurants de Honfleur, proposaient de m'emmener dans leur maison de campagne à Deauville, au théâtre, à des concerts, ce dimanche, comme d'habitude. Ils sont arrivés pour le déjeuner. Céleste portait un élégant ensemble,
en cachemire ivoire qui mettait en valeur sa silhouette et son bronzage méditerranéen. Étienne était impeccable. Costume gris, cravate élégante, chaussures cirées. Ils ont apporté une boîte de chocolat belge coûteux et un bouquet de roses blanches. « Maman, tu es magnifique !» m'a embrassé Étienne sur la joue. Comme avant, « Merci, mon chéri !» ai-je souri. Aujourd'hui est une bonne journée. On pensait aller à Caen le week-end prochain, a dit Céleste en enlevant son manteau. Il y a une superbe exposition impressionniste qui ouvre. Tu aimes Monet, n'est-ce pas? Marguerite, j'ai caché un sourire. Avant l'opération, Céleste ignorait même mon intérêt pour l'art. Maintenant, elle se souvenait de toutes mes préférences. J'aime... Oui, ai-je hoché la tête. Mais j'ai déjà des plans pour le week-end prochain. Claire m'a invité à l'anniversaire de sa mère. Le visage de Céleste s'est crispé légèrement, mais elle a vite retrouvé son sourire. Dommage. Peut-être dans 2 semaines, on verra. Ai-je répondu vaguement. Entré dans la salle à manger, Jeanne a dressé la table. Étienne m'a aidé à me lever, me soutenant doucement sous le coude. Ce fils attentionné était encore une vision inhabituelle. Pendant le déjeuner, la conversation coulait lentement, météo, nouvelles de la ville. Dernier film vu. Pas un mot sur l'argent, ni sur l'héritage, mais je sentais le sujet planer, non dit mais palpable. Comment va ton hôtel, Étienne? Ai-je demandé quand Jeanne a apporté le dessert. Celui dans les Alpes? La dernière fois, tu disais que l'ouverture était reportée. Mon fils a grimacé légèrement. Des complications avec l'entrepreneur. Mais on arrange ça. Je pense que tout sera prêt au printemps. Je suis sûre que tout s'arrangera. Ah, et je souris encourageante. Au fait, j'ai parlé à Louis la semaine dernière. On discutait de mes affaires financières. Étienne et Céleste se sont instantanément tendus, bien qu'ils aient essayé de ne pas le montrer. Oui, a demandé mon fils, le plus nonchalamment possible. Qu'a-t-il dit? Il dit que ma fortune a grandi ces derniers mois. Les investissements d'Henri ont été très fructueux, surtout les actions technologiques. Céleste s'est penchée en avant. Vraiment, j'ai toujours dit que Henri était un génie des investissements. Son flair est passé à Étienne. Tu sais, j'ai retenu un rire. Mon mari n'a jamais considéré notre fils comme un homme d'affaires. Au contraire, il s'inquiétait de son manque de rigueur, bien sûr. Hey, j'acquiesçais. En tout cas, Louis a suggéré de réviser certains aspects de mon testament pour refléter mes nouvelles circonstances. Un silence tendu a envahi la pièce. Étienne et Céleste ont échangé un regard rapide. Quels aspects? A demandé mon fils prudemment. Divers détails. Ai-je agité la main nonchalamment? Tu sais, beaucoup de choses ont changé ces derniers mois. J'ai mieux connu certaines personnes, réévalué mes relations avec d'autres. Il y a de nouvelles circonstances à considérer. Bien sûr, maman, a dit Étienne rapidement, tu dois faire ce qui te semble juste. On soutient toutes tes décisions. Céleste a ajouté avec un sourire mielleux. Je sirotais mon thé lentement. Les observant, c'était devenu mon petit passe-temps dominical. Laisser entendre des changements possibles dans le testament et voir leur réaction, peut-être un peu cruelle, mais après toutes ces années, je méritais cette petite revanche. Après le dessert, Étienne s'est proposé pour m'aider avec mes médicaments. Il savait exactement quel comprimé je devais prendre. Et quand, une preuve de sa nouvelle sollicitude, maman, a-t-il commencé seul dans la cuisine. Je voulais te demander, tu sais que j'ai changé, n'est-ce pas? J'ai réalisé mes erreurs. Mon comportement avant ton opération était impardonnable. Mais je veux vraiment me rattraper. Je l'ai regardé attentivement. Il y avait de la sincérité ou une très bonne imitation. Dans ses yeux,
Il était devenu maître en manipulation. Je sais que tu essaies, Étienne. Ah, et je dis doucement. Et je l'apprécie. Le temps dira si ces changements sont profonds. Il a hoché la tête, déçu par ma réponse mesurée. Je veux juste que tu saches que je t'aime. Et je suis désolé qu'il ait fallu une opération majeure pour que je le réalise. J'ai tapoté son bras, mieux vaut tard que jamais. Mon fils. Quand ils sont partis, je me suis enfoncé dans mon fauteuil, près de la fenêtre, avec soulagement. Ces visites m'épuisaient, la tension constante, le besoin de peser chaque mot, chaque geste, mais je n'allais pas abandonner. C'était un jeu que j'avais l'intention de gagner vers 17 heures. Claire est arrivée, elle passait presque tous les jours après le travail, parfois pour un thé, parfois pour dîner. Contrairement aux visites d'Étienne et Céleste, sa présence ne me fatiguait pas. Au contraire, elle m'énergisait. Comment s'est passée la visite familiale? A-t-elle demandé en enlevant son manteau. Comme d'habitude, ai-je souri. Beaucoup de sollicitudes feintes, beaucoup de questions non dites sur l'argent. Claire a secoué la tête. Je ne comprends pas comment on peut traiter sa propre mère ainsi. C'est ma faute. Ai-je soupiré? Je l'ai trop gâté, trop indulgent. Henri et moi avons élevé un homme égoïste, habitué à obtenir ce qu'il voulait sans effort. Claire s'est assise près de moi, mais tu aurais pu simplement le couper de l'héritage. Pourquoi ce jeu? Je me suis interrogée. Vraiment, pourquoi? Vengeance, leçon ou autre chose? Je suppose que je voulais croire qu'il pouvait encore changer. Ai-je enfin répondu qu'au fond de cet homme calculateur, il reste le garçon que j'aimais plus que tout. S'il y a une chance de le retrouver, je dois essayer. Claire a hoché la tête, compréhensive, et a serré ma main. Le vendredi suivant, j'ai pris ma décision. J'ai appelé Louis, lui demandant de venir dimanche. Puis j'ai appelé Isabelle à Bordeaux. Ma chérie, peux-tu venir ce dimanche? Ai-je demandé? Et amène les enfants, s'ils peuvent. Il y a une affaire familiale importante à discuter. Quelque chose ne va pas. Maman, il y avait de l'inquiétude dans sa voix. Rien de grave. L'ai-je rassurée? Je veux juste clarifier certaines choses. Isabelle a promis de venir, bien que perplexe. Puis j'ai appelé Étienne. L'invitant, avec Céleste et sa fille de son premier mariage, il s'est méfié. C'est quoi cette réunion familiale? Maman, de quoi parle-t-on? Tu verras dimanche. Ai-je répondu mystérieusement. Soyez là à 14 heures. Enfin, j'ai appelé Geneviève et Claire. Les invitant aussi, à la question surprise de Claire sur leur présence à une réunion familiale, j'ai simplement répondu « Parce que vous êtes aussi ma famille. Du moins, vous agissez comme telle. » Le dimanche est arrivé. Froid et clair. J'ai demandé à Jeanne de préparer des amuse-bouches et d'aménager le salon. J'ai mis ma plus belle robe, bleu marine. Avec une broche de perles offerte par Henri, je me suis coiffée, mise du rouge à lèvres. C'était un grand jour, et je voulais être à mon meilleur. Geneviève et Claire sont arrivées les premières, ponctuelles. Puis Louis, avec une mallette pleine de documents. Peu après, Isabelle est apparue avec son mari et ses 2 fils adolescents. Elle m'a serré dans ses bras, scrutant mon visage. « Tu as bonne mine. » Maman, a-t-elle dit, plus saine que quand je suis venue après ton opération? Je me sens mieux chaque jour. Ah, je souris. Étienne et Céleste sont arrivés en dernier, comme d'habitude, avec Perle, la fille d'Étienne, de son premier mariage. Une grande fille sérieuse de 19 ans qui ressemblait frappante à son grand-père. Quand tous étaient assis dans le salon, un silence gêné s'est installé. Ma famille regardait Geneviève et Claire avec suspicion, cherchant pourquoi elles étaient là. Louis restait calme.
À l'écart. Merci à tous d'être venus. Ai-je commencé? Je vous ai réunis pour clarifier une question qui préoccupe beaucoup d'entre vous, celle de mon héritage. Étienne et Céleste ont échangé un regard rapide. Isabelle a froncé les sourcils. Son mari semblait embarrassé. Ses filles s'ennuyaient. Perle observait avec un léger intérêt. Comme vous le savez, après mon opération, j'ai révisé mon testament. Ai-je continué? Cela a causé une certaine anxiété dans la famille. J'ai regardé Étienne. Il était droit, le visage tendu. J'y ai beaucoup réfléchi ces 3 derniers mois, ai-je dit, et j'ai décidé de faire de nouveaux changements. Louis, si vous voulez bien, le notaire a ouvert sa mallette et sorti des documents. D'abord, ai-je dit, je tiens à vous informer que j'ai déjà transféré une partie de ma fortune sur le compte de Claire Blanchard pour la remercier de son soin et de son soutien pendant la période la plus difficile de ma vie. Claire a littéralement tenu mon cœur entre ses mains pendant l'opération, et j'ai une confiance absolue en elle. Étienne a pâli. Céleste s'est figée avec un sourire étrange. Combien? A demandé mon fils sèchement. 500 000 €. Ai-je répondu calmement. À peu près ce que je t'ai donné pour ton dernier projet. Claire semblait choquée. Marguerite, je ne peux pas accepter. Tu peux, et tu le feras. Ai-je dit fermement. L'argent est déjà transféré. C'est mon cadeau. Et je ne veux pas d'objection. Claire s'est tue, mais des larmes de gratitude brillaient dans ses yeux. Ensuite, ai-je continué? J'ai réparti une partie de l'héritage directement entre mes petits-enfants, chacun de vous. J'ai regardé les fils d'Isabelle et Perle recevra 250 000 € à 25 ans. Cet argent sera placé dans un fonds géré par Louis. Ni vos parents, ni personne n'y aura accès. Les adolescents se sont redressés. Perle a cligné des yeux. Surprise. Merci, grand-mère, a-t-elle dit doucement. Quant à la majeure partie de ma fortune, y compris cette maison, j'ai marqué une pause. Tous retenaient leur souffle. J'ai décidé de faire quelque chose d'inhabituel. Ces biens seront placés dans un fonds spécial que je gérerai de mon vivant. Chaque année, à mon anniversaire, je déciderai comment distribuer les revenus selon le comportement des membres de ma famille, qui a montré une réelle sollicitude, qui était là pour moi, en esprit comme en présence, qui s'est montré digne de confiance. Un silence choqué a envahi la pièce. Après ma mort, ai-je poursuivi, le fonds sera administré par un conseil incluant Louise, Claire et une autre personne que je nommerai plus tard. Ils répartiront les revenus selon des critères que je laisserai dans une lettre scellée. Étienne semblait avoir reçu un coup. Tu fais de nous des héritiers en compétition. A-t-il bégayé? Je vous donne une incitation à être les meilleures versions de vous-même. Ai-je corrigé? À prendre soin des autres. Pas pour le profit, mais parce que c'est juste. Et oui, je vous observerai, je vous évaluerai, je tirerai des conclusions. Que ce soit mon dernier divertissement, je n'ai pas pu retenir un petit rire en voyant son expression. C'est injuste, a exclamé Céleste, n'y tenant plus. On n'est pas des enfants à contrôler ainsi. Non, go. En effet, ai-je acquiescé. Les enfants sont généralement plus sincères dans leurs sentiments et plus reconnaissants pour ce qu'ils ont. Isabelle restait silencieuse, réfléchissant. Es-tu sûre que c'est ce que tu veux? Maman, a-t-elle enfin demandé. Ça pourrait créer beaucoup de tensions dans la famille. Il y a déjà des tensions, ma chère, ai-je répondu doucement. Maintenant, elles sont juste à la surface. Et oui, je suis absolument sûre. Louise, distribuez les copies des documents. S'il vous plaît. Le notaire a remis à chacun une copie du Nouveau Testament
Étienne feuilletait frénétiquement, cherchant une faille. Céleste restait figée. Tout est formalisé et certifié, a dit Louis. Il est pratiquement impossible de le contester. Vous les preuves médicales de la lucidité de madame Dubois et l'absence de pression extérieure. J'ai besoin de réfléchir, a dit Étienne abruptement, se levant. Viens, Céleste. Perle? Bien sûr, mon chéri, ai-je hoché la tête calmement. Prends tout le temps qu'il te faut. Tu as 1 an jusqu'à mon prochain anniversaire, quand je prendrai ma première décision sur la répartition des revenus. Étienne s'est figé, me regardant avec un mélange de colère et de désespoir, puis a quitté la pièce, suivi de Céleste et Perle. Isabelle est restée, ses yeux pleins de larmes. Maman, je ne savais pas que tu te sentais si seule, a-t-elle dit doucement. Je veux être là pour toi, pas pour l'argent. J'ai serré sa main, je sais, ma chérie, et c'est pourquoi tu auras toujours une place dans ma vie. Quand tous sont partis, je me suis assise près de la cheminée, regardant les flammes. Claire et Geneviève sont restées un moment, partageant un thé. Tu as été très courageuse aujourd'hui, a dit Claire. Ce n'était pas facile, mais c'était nécessaire. Ai-je répondu? Parfois, il faut briser les illusions pour construire quelque chose de vrai. Geneviève a hoché la tête. Tu as donné une leçon à ta famille, Marguerite, et peut-être à toi-même. J'ai souri. Elle avait raison. Ce n'était pas seulement une question d'héritage, mais de redécouvrir ma propre force, de réclamer le respect que je méritais. Pour la première fois depuis des années, je me sentais non pas comme une relique, mais comme une femme vivante, avec encore des années à vivre, des choix à faire, et une famille, pas celle du sang, mais celle du cœur à chérir.